Bonjour à tous et bienvenue dans la pièce du fond pour un épisode aujourd'hui consacré à une des plus grandes icônes du cinéma, dans tous les sens du terme. Depuis sa création en 1933, King Kong n'a jamais quitté l'imaginaire populaire. Déjà parce qu'au fil des années, le film a eu nombre de suites et de reboots, mais aussi parce que beaucoup d'œuvres y font référence ou en font la parodie. Par conséquent, vous connaissez forcément le personnage, que vous soyez familier avec les films ou non. L'image du singe au sommet d'un building qui défonce des avions, ou sa romance avec une femme qu'il tient dans le creux de sa main. Au passage, le film de 33 avait marqué par le travail de Willis O'Brien, chargé de l'animation de Kong et d'autres bestioles du film. Un film qui propose un personnage et des enjeux marquants et qui se permet d'être pionnier des effets spéciaux. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre facette du personnage. Une facette initiée dans les années 60 lorsque le cinéma japonais s'empare de Kong et décide de lui faire combattre d'autres grosses bestioles, dont un certain Godzilla. C'est ce Kong-là qui a été choisi pour le film qui nous intéresse aujourd'hui et qui sent bon la nostalgie rétro puisqu'il se déroule en 1973. Oh, les années 70, ouais. Sur fond de guerre du Vietnam. Ouais, la guerre du... Putain. Kong Skull Island, ou l'île du crâne si on traduit en français, mais on traduit pas, est un film sorti en 2017 et réalisé par Jordan Vogt-Robert, un cinéaste américain ayant surtout œuvré au petit écran et qui, en 2017, n'avait réalisé qu'un seul long métrage, dont voici un extrait. Voilà. Le film démarre quelque part au-dessus de l'océan Pacifique, en 1944, où un avion se crache en plein milieu du désert. Le pilote américain qui était aux commandes aperçoit aussitôt l'avion japonais qu'il pourchassait, également en plein crash. Il se précipite alors à la rencontre de son ennemi et lui tire dessus, mais rate tous ses tirs. Tous. Prenant la fuite, les soldats s'enfoncent dans la jungle et se battent au bord d'une falaise, laissant alors l'occasion aux soldats japonais de dégainer un cliché bien déguisé. Et alors que notre ami américain est sur le point de se faire achever, une grosse patoune en 3D surgit de nulle part. Puis une autre grosse patoune en 3D, toutes deux reliées à un gros singe. La caméra plonge dans l'œil du soldat américain, et c'est la fin d'une séquence d'intro qui ne servait pas à grand chose si ce n'est à révéler la créature principale au bout de seulement 3 minutes de film. S'ensuit un générique sur fond d'images d'archives et d'extraits radio retraçant les événements et progrès scientifiques des décennies suivantes. Et vas-y qu'on lance des bombes, et vas-y qu'on va sur la Lune, etc., etc. Le générique se termine en 1973 où on retrouve Fred Pierre-à-Feu, mais dans une voiture normale. Chelou. Pierre-à-Feu bosse pour le projet Monarch, une agence secrète, pas si secrète que ça puisqu'ils écrivent quand même leur nom en gros sur des valises. Agence dont la spécialité est la traque des mutants ultimes terrestres d'origine inconnue. Ce qui est une activité très précise quand même. Ça veut dire que s'il trouve un mutant ultime terrestre d'origine connue, là ça va. Mais s'il est inconnu, Bill est venu présenter son nouveau projet au sénateur, à savoir aller sur une île appelée l'île du crâne, et qui semble habiter un truc qui a la fâcheuse tendance à détruire des bateaux. L'essai nucléaire de Castle Bravo en 1954 n'était pas un essai. Il voulait tuer je ne sais quoi. Bon là, le sénateur s'en tape, il a autre chose à foutre, ça coûte trop cher, blablabla, mais Bill il fait yabadabadou, alors le sénateur accepte de le greffer à une expédition déjà prévue sur l'île du crâne. Merci beaucoup. Pour réaliser son expédition sur l'île, Bill aura besoin de renforcer son équipe. D'une part avec une escorte militaire, de l'autre avec un mec de terrain super stylé. On retrouve les 10 militaires dans leur base au Vietnam, où ils jouent aux cartes en écoutant de la musique cool, parce que c'était les années 70, et les années 70 c'était cool. Ils sont dirigés par Nick Fury, à l'époque où il était colonel au Vietnam. Un colonel qui vit très mal le retrait des troupes, parce que lui, sa raison de vivre, c'est la guerre. Tout ça pourquoi? Ça va, t'en trouveras d'autres, des passe-temps que de foutre du napalm partout. Essaye le macramé ou l'alcool. Pendant qu'il chiale sur ses médailles, donc, le téléphone sonne. Et au bout du fil, c'est le scénario qui lui explique qu'il y a des connards qui veulent aller sur l'île du crâne, qu'il faut les accompagner pour une expédition géologique, que c'est pas encore le moment de rentrer à la maison, etc. Et il est tout content. C'est qui pourra aller mettre du napalm? C'est qui pourra aller mettre du napalm? Enfin, Pierre-à-Feu se rend à Saigon, où la caméra nous rappelle qu'on est en 1973, au cas où vous viendriez à l'oublier, pour recruter un homme de terrain qui pourrait être utile si jamais ça dégénère. Bon, pour être honnête, j'ai pas bien compris pourquoi ils allaient chercher ce gars. Les protéger au cas où ça dégénère, pour moi, c'était le boulot des militaires, mais bon. Quand son assistant lui pose la question, Pierre-à-Feu répond ça. Mon père disait qu'on ne juge pas un homme d'après le bar qu'il fréquente, mais au nombre de verres qu'il boit. Vous êtes avec moi ou non? Bon, pour moi, ça veut rien dire, mais après tout, je suis pas un expert de la traque des mutants ultimes terrestres d'origine inconnue. Ils trouvent leur homme d'action en la personne de Loki dans un bar en train de jouer au billard. Enfin, plus ou moins en train de jouer au billard. Et pour compléter le tableau, va se joindre à cette petite équipe Captain Marvel. Non mec, t'abuses, en 2017, Brie Larson, elle avait pas joué Captain Marvel encore. Ah putain, c'est vrai ça.
Bon, y a qu'à dire qu'on s'en tape. Captain Marvel alias Mason Weaver, donc, le cliché de la photographe slash journaliste tenace qui se bat pour la vérité. Eh, dis donc, c'est pas un peu un comble ça pour une photographe d'être cliché? Pitié, mais ferme ta gueule! Bon enfin. Militaires, scientifiques, photographes et mercenaires embarquent donc à bord d'un bateau, on dirait le début d'une blague nulle à chier, où ils ont un petit briefing sur l'île du Crâne, ainsi que sur l'opération géologique prévue. Opération géologique qui sera menée avec des bombes! Vous voulez larguer des bombes? Des instruments scientifiques. Vous entendez ça? On est des savants, les gars. On a droit au cliché de l'île entourée par un orage constant, ce qui rend les communications avec l'extérieur impossibles, sinon c'est pas drôle. Mais tout ça, on s'en fout, parce qu'on est dans les années 70, et les années 70, c'était cool! Alors il y a un montage cool, avec de la musique cool, des plans ralentis avec des gens torse nus, puis ils font des pompes, et puis il y a des photos de groupe sur un porte-avions où règne une franche ambiance de camaraderie. Oh là là, c'est trop cool toute cette nostalgie, franchement ça te donne pas envie d'être ces mecs là? Franchement, non! Une séquence qui nous présente aussi Chapman, qui essaye d'écrire une lettre à son fils Billy, mais qui ne trouve pas les mots. Et ce sera son seul fil directeur de tout le film. Il essaye d'écrire une lettre à son fils, mais il ne trouve pas les mots pour exprimer ce qui vit sous sa carapace de virilité. L'île du Crâne approche, et l'orage qui l'entoure également. Le capitaine du bateau, qui n'est pas trop con, refuse d'y aller, et l'équipe est donc forcée de s'y rendre en hélicoptère, en prenant soin d'embarquer les armes, les appareils de mesure sismique, et surtout, le tourne-disque. Parce que ce serait con de devoir passer 10 minutes sans faire une référence aux années 70 dans ce film. Et j'en profite au passage pour saluer ce mec, qui fait des signes pour faire décoller les hélicos, et qui me procure beaucoup de joie. Je l'adore. Les hélicos foncent donc dans l'orage et forcément c'est la merde. Et ça je le sais, parce que les boutons RPM limite et Master Caution s'allument. Ouais non ça c'est pas bon hein, quand le bouton Master Caution s'allume. Mais enfin au pire il passe en navigation inertielle et puis voilà. On passe en navigation inertielle. Là-dessus Nick Fury raconte l'histoire d'Icar. Et souvenez-vous de l'histoire d'Icar. Parce que pourquoi pas? Son père lui a donné des ailes en cire, en lui recommandant de ne pas voler trop près du soleil. Mais l'armée des États-Unis n'est pas un père irresponsable. Alors elle nous a donné des ailes chauffées à blanc, laminées à froid, en acier trempé de Pennsylvanie. Sans déconner, ferme ta gueule. Grâce à l'histoire de Nick Fury, qui a remonté le moral des troupes et des hélicoptères, ils parviennent à traverser l'orage et ont leur premier visuel sur Isla Nublar, l'île du machin, l'île du crâne. Et ils vont enfin pouvoir commencer la mission géologique. Sur du Black Sabbath. Fox leader à tout le monde. Formez des groupes et survolez vos secteurs. Je suis un géologue! Ils font péter des trucs un petit peu dans tous les sens et parviennent quand même malgré tout à... Oh attention, il y a comme un truc qui arrive dans le fond. Ah. Le réalisateur a une soudaine envie d'hommage à Apocalypse Now et en profite pour nous dévoiler Kong. Encore. Kong qui a bien grandi hein, d'ailleurs depuis la dernière fois. La dernière fois t'étais quoi? T'étais au comme ça? Et regarde-toi maintenant là. Pardon. Évidemment les hélicos se font décimer par Kong, vas-y que ça lui tire dessus. Descendez ce fils de pute. Les hélicos se font brain par le singe, tout le monde se crache. Je voudrais que tu me dises un truc là maintenant. Est-ce que tu aimes ta mère? Oui, je l'aime. À quel point tu l'aimes ta mère? J'aime ma mère plus que tout. Tiens, il y a même un soldat qui vient du Nord-Pas-de-Calais dans l'équipe. Et en guise de première confrontation, Nick Fury reste planté là à faire son regard le plus intense. Puisque visiblement, mettre des coups de pression à un gorille de 31 mètres de haut, ça lui fait pas peur. Finalement, les survivants se retrouvent dispersés un peu partout sur l'île, avec la team Loki Captain Marvel d'un côté et la team Fury Pierre à Feu de l'autre. Ah, et il y a Chapman aussi, qui est tout seul. Et qui doit attendre. Ça lui laissera le temps d'écrire sa lettre de merde là. La suite du plan pour les survivants va donc être de se réunir. Mais d'abord, il est temps pour Nick Fury d'avoir une petite entrevue avec Pierre à Feu, qui lui révèle alors que l'opération n'était pas géologique. Il lui révèle que les monstres existent, et ce bien avant l'homme, qu'il en a été témoin il y a bien longtemps, mais que personne ne l'a cru. J'ai passé les 30 dernières années à chercher la preuve de ce que j'ai appris ce jour-là. La planète ne nous appartient pas. Prouvons les faits. Et nous pourrons envoyer la cavalerie. C'est moi la cavalerie. Oh mec, t'es tellement classe, on a tellement envie d'être toi. Franchement, non. Mais nos personnages ne sont pas au bout de leur surprise parce que des mutants ultimes terrestres d'origine inconnue, des mutois, ils vont en croiser une pelle sur l'île. Notamment des buffles géants, des araignées avec des pattes de bambou, des oiseaux ptérodactyles, des énormes phasmes, des pieuvres géantes
et même des gens. Oh putain! Le groupe de Loki et de Captain Marvel découvre en effet un groupe d'autochtones ayant développé l'art du tatouage par la croûte. Et vivant parmi eux se trouve Marlowe, l'aviateur qui s'est écrasé sur l'île dans la scène d'intro et qui est bloqué là depuis 1944. Vous êtes encore plus beau qu'un hot dog et une bière à Wrigleyfield en début de saison. Ce dernier leur explique que le gros singe s'appelle Kong, qu'ici il est vénéré comme un roi, voire comme un dieu, et qu'il est le seul rempart naturel contre des sales bestioles appelées les rampants. Des sales bestioles qui vivent sous terre et qui ont été réveillées par les outils géologiques du début. Donc tant qu'on reste là où vivent les gens, y a pas de problème. Comme si ces gens-là étaient au sommet de l'arbre et nous au niveau des racines. Certains ne semblent même pas vieillir. Ils ne connaissent pas le crime, ni la propriété privée. Ils ont dépassé tout ça. Oui, bon, ils ont dépassé tout ça, d'accord, mais ils auraient pu garder un petit cabinet de dermato quand même, non? Marlowe montre alors un vieux radeau qu'il a fabriqué avec son pote japonais à partir de leurs avions. Nos amis vont donc essayer de le terminer pour rejoindre le nord de l'île et s'échapper. De son côté, on retrouve Chapman, notre brave héros paumé dans son coin de l'île qui est censé attendre les autres. Cher Billy, quelquefois la vie donne de bons coups dans le bas-ventre. Oh, puis qu'est-ce que c'est cliché, putain. Le soldat américain qui survit tout seul dans son coin et qui essaye d'écrire une lettre à son fils Billy. Billy, quoi. Alors qu'on le sait que tu vas traverser tout le film sans problème pour retrouver Billy à la fin et enfin réussir à lui dire combien tu l'aimes. Ah bah non, autant pour moi, il meurt. Il meurt hors champ. Ah mais là je pouvais vraiment pas deviner. Pendant ce temps-là, les soldats font découvrir la musique des années 60 à Marlowe. Dis-toi que c'est ça qu'on écoute aujourd'hui. Loki et Captain Kodak font de la philo devant un fond vert. Les endroits les plus dangereux sont toujours les plus beaux. Et Nick Fury regarde le feu d'un air méchant et intense parce que c'est un méchant. Une fois le radeau réparé, il est temps pour nos amis de partir en tapant une pause stylée. Bon là, normalement, on a encore le droit à une musique rétro, mais je vous la mets pas parce que sinon ça fait beaucoup après. Le groupe de Loki et celui de Nick Fury se retrouvent. Combien vous êtes? Tout est là. Ouais, mais ça répond pas vraiment à sa question. Sauf que Nick Fury, il s'en tape de se sauver. Lui, ce qu'il veut, c'est rejoindre Chapman à l'est et se foutre sur la gueule avec le gros singe. C'est tout. Pour aller à l'est, donc, il faut passer par une vallée super craignos, remplie de gaz qui a toutes les chances d'être toxique, et où se trouvent les squelettes des parents de Kong. Ça a l'air d'être le bon chemin. Ah, pardon, non, pas du gaz toxique, juste inflammable. Oh et putain, vous voulez pas donner une arme à Captain Kodak, là? Elle me fait de la peine à s'agripper à son appareil photo juste parce que c'est tout ce qu'elle a. C'est la seule chose qui définit mon personnage, alors je m'y accroche comme à ma vie. Ce qui devait arriver arriva et nos amis se font attaquer par des rampants, dont un qui vomit les restes de Chapman. Ah, Billy. Pierre à feu se fait bouffer. Oh merde. Marlowe balance une punchline en japonais et découpe un rampant à coups de cliché. Fumeyo. Yorishi. Un autre mec se fait bouffer, Captain Photo se fait embrouiller par un rampant, et les mecs sortent un lance-flamme au milieu du gaz inflammable. Sans pression. Le mec avec le lance-flamme se fait éclater, littéralement, ce qui fait péter les grenades toxiques que les soldats travaillaient. Bien, maintenant le gaz il est inflammable et toxique. Merci les gars. Il y a Loki qui défonce des oiseaux au ralenti avec le katana, et Machine fait péter le rampant avec le briquet que Loki lui avait prêté un petit peu plus tôt, qui au passage était le seul souvenir qui lui restait de son père. Tant pis. Chapman étant mort, la mission de sauvetage est a priori annulée. Sauf que Packard, Nick Fury, il s'en tape. Lui, il veut tuer Kong. C'est pas Kong qui a tué Chapman. Mais il a tué ces hommes-là. Le ton monte, alors ils font un deal. Votre Sistalion est à 3 km au sommet de cette crête. Et maintenant, je vais emmener les civils au bateau. On vous y attendra. Ça va? D'un côté, Loki mène les civils au point de récupération, au nord de l'île. De l'autre, Nick Fury peut aller se foutre sur la gueule avec le gros singe et avec ses potes militaires. Il tend un piège à Kong à base de napalm et de trucs qui pètent. J'ai pas les détails du plan, mais j'ai saisi les grandes lignes. Alors ça fait... Et puis le singe il fait... Et puis là, il y a les mecs qui font... Grâce à son piège, Packard arrive à coucher Kong, et alors qu'il s'apprête à l'achever, il est interrompu par les gentils, qui ont fait demi-tour pour cause de scénario. Le monde a d'autres priorités. Mais ferme-la, toi. Et pendant qu'ils se mettent d'accord sur qui a raison ou non, le gros rampant sort de terre pour en découdre, ce qui réveille Kong. Tout le monde s'enfuit, sauf Nick Fury qui visiblement a un besoin irrépressible de... Crève, espèce d'enfant. Ah bah voilà. Il y a un travelling compensé pour aucune raison, quand soudain, il me faudrait des violons tristes un peu à ce moment-là. Cole, un des militaires, cesse de fuir. Comme s'il avait fui toute sa vie et que
Lassé de la guerre et du conflit, il avait fini par trouver sa raison de vivre. Il fait alors face à l'ennemi, dégoupille 2 grenades et accueille héroïquement la mort de la manière la plus noble qui soit. Vas-y, Cole, au nom de l'humanité, vas-y. Bon bah là, faut courir du coup. Kong fait son comeback, ça se fout sur la gueule avec la grosse bestiole, Captain Marvel fait de l'escalade pour avoir une meilleure vue et décide une nouvelle fois d'être le personnage le plus efficace en tirant une fusée dans la tête du rampant, permettant à Kong de reprendre le dessus. Malheureusement, elle est éjectée dans la bataille et Kong la regarde d'un air tout triste, alors qu'il l'a aperçue qu'une seule fois, quand elle essayait de soulever un hélico. Il va la récupérer avec une précision étonnante pour sa taille. Je veux dire, moi déjà j'ai du mal à récupérer une petite coquille d'œuf quand je la fais tomber dans un... Alors lui... Non ? Kong tue la grosse bestiole en lui arrachant la langue et tout ce qui suit, tout le monde est sauvé et le film se termine comme il a commencé en zoomant dans un œil. Enfin presque, parce qu'après on a droit à une petite séquence où Marlowe retourne chez lui rencontrer sa femme et son fils, ainsi qu'à une scène post-générique. Oh, comme dans le MCU. C'est rigolo. Une scène d'interrogatoire chez Monarch qui nous montre qu'il existe plein d'autres bébêtes, notamment un certain Godzilla dont on entend le cri à la toute fin. Tout ça pour teaser le film qui sortira 3 ans plus tard. Je suis mitigé par rapport à ce film. Et je suis pas le seul si je me fie aux critiques de l'époque. Le film est à la fois qualifié de divertissement honnête, mais il se prend aussi des sacrés sauts de merde. En gros, si je résume ce que j'ai lu, on lui reproche de traiter son mythe un peu trop en surface, de ne jamais prendre de parti pris, d'avoir des acteurs trop peu investis, et d'être un hommage raté à Apocalypse Now qui, s'il fournit des jolis fonds d'écran, ne va pas beaucoup plus loin. Un film qui n'est pas ce qu'il prétendait être lors de sa promo, et qui lorgne un peu trop sur la recette Marvel. Alors, je suis mitigé quand même. Je comprends les reproches qui sont faits au film. King Kong est une icône massive du cinéma et s'atteler à une nouvelle représentation du personnage, c'était risqué. Ici, on ne retrouve pas l'icône telle qu'on la connaît, la partie romance par exemple disparaît. Ça rend Kong beaucoup plus animal, mais il n'est pas pour autant dénué de compassion et de sentiments. Mais ce n'est plus l'amour qui est moteur de son histoire. Par la même occasion, on supprime la notion de Kong captif si forte à l'image du personnage. Ici, c'est Kong qui domine la majeure partie du temps, et il ne quitte plus son île pour être montré en spectacle, comme on en a l'habitude. Ceci dit, à aucun moment le film nous a promis tout ça. Au contraire, s'il y a bien un point sur lequel le film est honnête, c'est sur sa volonté de briser les codes et de ne pas s'encombrer du bagage du personnage. Le film s'appelle Kong. Juste Kong, et même s'il est souvent qualifié de roi sur son île, le fait qu'il soit le plus souvent appelé simplement Kong est assez révélateur. L'époque choisie est aussi un énorme signe. Ici, le film ne se passe plus dans les années 30 comme l'original et comme celui de Jackson, mais en 1973 sur fond de guerre du Vietnam. 1973 qui est d'ailleurs l'année du décès de Merian Cooper, créateur du personnage et co-réalisateur du premier film de 1933. En termes de symbolique, on a donc un film qui essaye littéralement d'enterrer ses origines. Le film va continuellement essayer de casser les codes de l'attendu en prenant le spectateur par surprise, en brisant certains clichés, notamment lors du sacrifice de Cole qui m'a arraché un sacré fou rire quand je l'ai vu en salle. Je dis pas que c'est bien, hein, juste que le film essaye à tous les niveaux de vous signaler qu'il ne veut pas faire comme d'habitude. De ce point de vue-là, ça devient assez logique de renouer avec les histoires de kaiju et de faire en sorte que Kong se batte avec plein d'autres grosses bestioles comme il le faisait déjà dans les cinémas japonais des années 60. Film où il se battait déjà contre Godzilla. C'était peut-être pas une version que vous appréciez ou ni même votre préférée, mais c'est une version valable. Elle fait partie de sa mythologie. Par ailleurs, le film de Jackson de 2005 était déjà un remake honorable au premier. Il reprenait l'esprit, respectait le personnage et les enjeux. J'avais beaucoup aimé cette version, et je la trouve encore très bonne aujourd'hui. On n'avait pas besoin d'un énième reboot qui aille dans le même sens, et de ce point de vue-là, c'est pas plus con d'avoir choisi l'autre facette du personnage, celle qui défonce des kaiju. Bon après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. C'est pas du grand cinéma pour autant. Sans déconner. Le film n'a aucune prétention d'égaler le chef-d'œuvre de 33. Et c'est tant mieux. Le scénario tient sur un post-it, les dialogues sont loin d'être fous. Il est temps de montrer à Kong que c'est l'homme, le roi. Et les acteurs, bordel! Si le film vise à déconstruire un ou deux clichés, il en valide 50 au passage. John Goodman s'en bat les couilles, Tom Hiddleston en fait des caisses pour se la jouer homme d'action, Brie Larson ne sert à rien à tel point qu'il a fallu mettre la scène de la fusée pour qu'on soit content qu'elle soit là, et Samuel L. Jackson est payé pour faire des regards méchants en poussant les potards à 11. Parfois la réalisation c'est pas top non plus. Certes il y a quelques jolis plans au début, mais passé les 30 premières minutes du film, c'est terminé. Je vous ai parlé du travelling compensé gratuit, mais il y a aussi des plans subjectifs tout droit sortis de Call of. 2 fois. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? J'ai vu certaines critiques qui reprochaient au film de trop tirer vers la recette Marvel, et je comprends ça aussi. Le film a du mal à prendre un parti pris. Les scènes d'action ne sont pas très longues, c'est pas à proprement parler un film d'aventure, et que les personnages n'accomplissent pas grand chose. Le film ne fait jamais peur, même quand il pourrait. Il tente des blagues, mais on peut pas vraiment dire que ce soit drôle non plus. C'est plutôt une guerre froide. Une guerre froide? Quoi, tous les étés ils font une trêve?
Sans parler de la présence de la scène post-générique qui annonce le Monsterverse. Je comprends que ça fasse peur à certains. Et enfin, il y a ces putains de références. Je me suis beaucoup moqué du fait que le film nous rappelle systématiquement qu'on est en 73, mais c'est pas pour rien. C'est déjà un pattern que j'avais remarqué quand j'avais été le voir en 2017. Et en le revoyant en 2023, c'était pire. En 2017, je commençais doucement à en avoir marre déjà des films et des séries qui faisaient vibrer la corde de la nostalgie. Comprenez-moi bien, mettre une musique cool sur une scène d'hélico, c'est pas nouveau. Predator le faisait déjà en 1987. Et puisque Kong souhaite rendre hommage à Apocalypse Now, ce dernier a choisi les chevauchés des Valkyries pour la scène des hélicos. Sauf qu'il y a une différence entre creuser pour trouver une chanson décalée qui met la scène en valeur, et juste mettre un tube rétro au pif pour jouer la carte de la nostalgie. Et en 2017, ça me saoulait déjà. 2 ans plus tôt, les Gardiens de la Galaxie étaient passés par là en usant abondamment de ce genre de truc. Et même si c'était à peu près justifié pour Star-Lord, j'ai l'impression qu'ils ont instauré un système qui est jamais vraiment parti en fait. Et en 2017, je commençais à voir ce pattern se dessiner de manière un petit peu grossière. Et en 2023, c'est encore pire, parce qu'entre-temps, on en a bouffé de la nostalgie, notamment chez Disney, qui a bien compris que c'était rentable de nous faire ce genre de clin d'œil, et qui s'est mis à nous faire des films et des séries entières uniquement basées sur des références ou sur des mèmes. Hello there. On s'est retrouvé avec des films sans film dedans. J'ai fait une overdose de nostalgie, et revoir Kong aujourd'hui a fait résonner le truc différemment. Et pourtant, du souvenir que j'ai de ce film, je l'avais apprécié en salle. Je suis allé le voir avec un copain, sans la moindre attente, et j'ai eu un film d'action avec quelques jolis plans et un concept nouveau pour un personnage que tout le monde connaît plus ou moins. Les effets spéciaux étaient satisfaisants, et si vous ajoutez à ça les quelques fous rires que le film m'a fournis et que j'ai partagé avec le copain, je pense que ça vaut bien quelques concessions sur les références nostalgiques ou sur des acteurs un peu pressés de débaucher. Et je le pense encore d'ailleurs. On n'a pas à faire un grand film, mais un divertissement honnête, parfait à consommer avec de la pizza, des bières et quelques potes. Je pense qu'il faut savoir prendre les films pour ce qu'ils ont à offrir, et parfois c'est que ça. Un divertissement honnête, à consommer avec de la pizza, des bières et quelques potes. Allez, bonne soirée. Par contre, mec, t'abuses un peu en disant que le film déconstruit les clichés et tout. Enfin, peut-être pas exagéré quand même. Si le film il était si cliché que ça, le premier à mourir ce serait le nom.